Bonjour, bonjour Monsieur Corentin. Salut à tous. N'oubliez pas, hein, on partage ce live, on le partage, on le partage, on le partage, on envoie à ses amis. Ouais, nickel. Je pense qu'il serait bien, d'expliquer un petit peu aux gens ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait juste un live comme ça ou est-ce qu'on peut leur expliquer vraiment pour ceux qui n'étaient pas là, notamment la semaine dernière? En effet, on va commencer par ça, ouais, ce serait bien. Donc ça, c'est la continuité du dernier live qui a eu quand même de bonnes retombées, hein. J'ai eu des bons avis et c'était plutôt cool. Donc l'idée, c'est de faire en fait un petit live pour discuter et pour échanger en fait en tant que deux professionnels du coaching ou du sport, on va dire, du monde sportif, notre vision des choses, ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu enseigner et ce qu'on a pu nous avoir appris. Et débattre un petit peu dessus, donc sur des questions précises. J'ai pu les proposer moi dans mes stories juste avant pour vous montrer un petit peu à quoi s'attendre. Et l'idée c'est alors c'est pas de reprendre tous les thèmes qui ont été repris déjà maintes et maintes fois sur les réseaux, comment m'entraîner pendant le coronavirus, etc. Ça on s'en fout. Là on va vraiment essayer de parler de grosses questions, on va dire, que pas tout le monde se pose, mais qui peut permettre justement d'éveiller certaines manières de penser et de vous permettre de mieux progresser dans votre sport, dans votre activité et tout simplement d'améliorer votre culture au niveau du sport. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais, très bien, très bien. Allez, c'est parti. Donc, le thème du jour, variété des types d'activités et des entraînements. Alors, par quoi on peut commencer, Monsieur Corentin, notamment? Déjà, vraiment comprendre qu'au sens du terme activité et entraînement, on va distinguer vraiment deux choses différentes. L'activité, donc qui va regrouper tous les bénéfices du sport en lui-même, et l'entraînement qui lui va viser à faire progresser l'individu. Je vais m'expliquer avec un exemple qui va être plutôt concret, je pense. La musculation, beaucoup de personnes parlent de la musculation en tant que sport, mais la musculation, on va la retrouver dans plus ou moins tous les sports. Un footballeur il va faire de la musculation, un basketteur va faire de la musculation, quelqu'un qui fait de la course à pied peut faire de la musculation. Vraiment, tout le monde va pouvoir faire de la musculation. Donc, on va vraiment dissocier le sport, par exemple le bodybuilding, de l'activité sportive. Juste faire un peu de musculation pour ci, pour ça, ou marcher un peu, ou vraiment voilà, juste se défouler, faire une activité où le corps bouge, où ça permet d'évacuer un petit peu différentes choses, le stress, de bouger, etc. Est-ce que ça te convient, toi? Ouais, ça permet de bien faire la différence entre les deux. Parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, en soi, la musculation n'est pas forcément un sport. En tout cas, la musculation comme on la connaît démocratisée aujourd'hui. Après, il peut y avoir du sport dans la musculation. Et voilà, je voulais juste éclaircir ce point. Parce qu'en fait, des fois, les gens parlent de sujets, mais ils savent pas forcément de quoi on parle. Là, on parle vraiment de l'activité physique, d'une certaine manière, que n'allez pas tout confondre au niveau des termes. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment aborder l'effet global, donc je dirais au sens large de l'activité. Qu'est-ce que ça fait de rester toujours dans la même activité? Qu'est-ce que ça va induire physiquement pour la personne, pour le pratiquant, euh, de toujours faire la même activité sportive? Donc pas forcément le même entraînement. Attention, un footballeur peut passer attaquant, peut passer défenseur, peut passer ailier, il peut travailler, il peut jouer en loisir, il peut monter en première, deuxième division, mais il fait toujours du foot. Donc l'idée, ça va être de parler un petit peu de ça. Et moi, j'ai fait une petite liste d'activités, en tout cas qui me concernant, sont des activités que j'ai pratiquées, j'ai pu pratiquer, ou en tout cas que je maîtrise plus. On ne va pas parler d'activités que je ne maîtrise pas forcément, et qui, je pense, sont une bonne globalité de la population pratique. Voilà. Ok, ok. On va les, on va les faire point par point, c'est ça? Ouais, l'idée c'est de discuter un petit peu pain par pain, de voir quels sont les effets et vraiment de débattre un petit peu là-dessus. Let's go. Parlons de musculation, commençons directement. Quels sont les effets? Quels seraient les effets de faire que de la musculation? La définition, c'est de renforcer physiquement son corps, développer en fait toutes les qualités possibles de son corps. Ça peut être
la force, l'endurance, la vitesse, l'explosivité, l'équilibre, enfin bref, il y en a des tonnes. On est d'accord là-dessus. Et du coup, un pratiquant de musculation va chercher, dans l'idée, hein, si on prend la manière globale, à développer absolument toutes ces qualités-là. Si ça te semble logique. Ça me semble logique, je t'écoute hein, là-dessus. Donc bon, si on prend le premier point, en musculation, pour moi, l'avantage que ça va avoir de garder vraiment ce sport-là, c'est que déjà, c'est un sport ou c'est une activité, prenons le terme, c'est l'activité qui va vraiment être polyvalente. Un pratiquant de musculation va vraiment pouvoir entraîner son corps au fur et à mesure de ses entraînements, des méthodes qu'il aura appris ou de la manière de s'entraîner, va vraiment pouvoir se développer pour n'importe quel autre type de sport. Si on reprend un petit peu l'exemple que j'avais précisé dans le développement de la vitesse, force, etc. Alors, j'étais un petit peu en décalage, collègue, mais bon, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Concernant ce point-là, il est important, je pense, de, 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 de mettre la musculation dans une catégorie, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre entraînement de la semaine, vous n'êtes pas bodybuilder professionnel. Je dis vous parce qu'on parle à du monde, hein. On n'est pas bodybuilder professionnel et on n'est pas non plus avec un objectif particulier, même si on fait peut-être un petit peu de performance. Donc pour moi, je considère vraiment ce côté de la musculation classique telle qu'on la connaît comme un complément d'activité. Donc un complément d'activité, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, le footballeur va faire de la musculation, ainsi que d'autres sportifs. Ils vont le faire, alors peut-être différemment, mais en fait on va tourner quand même autour des mêmes activités, des mêmes mouvements. Un squat, ça reste un squat, et il va avoir des bénéfices dans beaucoup d'activités. Et c'est pas pour autant que tu es un compétiteur de squat, c'est pas un sport pour moi. Mm, exactement. Après, dans l'idée, si on prend la musculation au sens large, on va pouvoir vraiment définir tous les sports qu'il peut y avoir. Le powerlifting, le bodybuilding, enfin, en soi, tous les sports peuvent trouver leur compte dans la musculation. Donc bon, je voulais parler de musculation parce que je sais qu'on va avoir pas mal de questions dessus pour ce qui est de l'entraînement. Mais dans l'idée, je pense qu'on peut passer au deuxième point, en tout cas pour ce qui est de la course à pied par exemple, parce que ce sera peut-être plus parlant de donner les bénéfices, de rester toujours dans le même sport de cette manière-là. Alors, je suis pas un spécialiste hein, de la course à pied, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop. Euh, alors après, c'est vrai que c'est un très bon exemple. C'est vrai que notamment bah, dans les formations de coach, c'est récurrent qu'on utilise la course à pied pour nous donner des exemples, notamment des régimes de contraction, des choses comme ça. Euh, Après, rentrer dans le milieu de la course à pied, je ne saurais pas vous donner les termes techniques appropriés pour pouvoir définir euh, le lien direct avec la musculation, mais c'est sûr que quelqu'un qui va préparer un marathon, qui va préparer une compétition dans son sport, va utiliser la musculation donc pour se perfectionner. Donc garder la même activité peut avoir un bénéfice euh, dans le cadre d'une préparation comme la course à pied. Moi, je suis un peu, je suis un peu sceptique sur le bénéfice de garder que de la course à pied, par exemple. Si on est athlète voulant progresser, ben, au final, pour reprendre ta question du début, quels effets de garder la même activité si c'est de la course à pied, ben, en fait, je pense que elle va être incomplète, cette progression qu'il va avoir, notamment sur ce domaine-là. C'est très vrai ce que tu dis. Euh, si je peux parler un peu avant d'essayer de faire cette manip sur la course à pied, dans l'idée, l'impact positif qu'on va avoir dans le fait de garder toujours la course à pied dans notre habitude. Donc, par exemple, prenons un pratiquant lambda qui fait 3 fois de la course à pied par semaine et peut-être il va rajouter une séance de musculation, mais 3 fois de la course à pied par semaine. Donc, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va vraiment spécialiser son corps à son activité sportive.
Donc, du coup, ça va vraiment lui permettre de pouvoir atteindre, je pense, un niveau, s'il le voulait, d'entraînement vraiment quand même avancé dans son activité. Donc, un des avantages qu'on peut avoir sur la course à pied, typiquement, ça va être le renforcement tendineux spécifique aux impacts qu'il va avoir, la posture, enfin le corps et la posture physique spécifique à son sport. Je vois énormément de coureurs qui ont vraiment plus ou moins tous la même morphologie, ou en tout cas le même aspect physique, tu vois. Et ça, je pense qu'on peut le voir un peu dans tous les sports. Ouais, je vois ce que tu veux dire. L'avantage, donc, si je résume, hein, l'effet positif, en tout cas parce que je pense que c'est positif dans ce domaine-là, de garder la même activité physique, notamment la course à pied, ça va être d'être spécialisé ou spécialiste dans son domaine, c'est ça? Dans l'idée, ouais, c'est ça. Ça peut le rendre plus facilement spécialiste dans son domaine. Ouais, je vais essayer de me reconnecter. Je te laisse tout seul et je reviens. Ok, je reprends l'antenne. Ok, vas-y, let's go. Alors, comme d'habitude, hein, pour chaque pause de pub, on va lire les commentaires. Alors, oula, faut remonter un petit peu. Euh, Sachant que je pèse 92 kilos, je fais du calisthenics 6 jours sur 7. Combien de grammes de protéines j'aurais besoin? Sachant que c'est le ramadan chez nous. En fait, ça va pas dépendre de ton activité. C'est-à-dire qu'il faut savoir un truc, ton corps, en termes de quantité de protéines, on a des limites qui sont humaines. Alors que je te dise pas de bêtises, c'est au maximum 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Donc le calcul est vite fait, tu fais ton calcul assez rapidement, tu sais ton poids, ou bien si tu as un doute sur ton poids, tu t'actualises là-dessus. Et à partir de là, tu pourras faire ton calcul d'apport journalier en termes de protéines. Et après, tu calculeras, ça dépend si tu prends des protéines en complément alimentaire, en poudre. Et là, tu vas regarder le dosage et la proportion de protéines que tu vas avoir dans ton pot ou dans ton sachet. Et à partir de là, tu doseras de façon à avoir la bonne quantité une journalière. De toute façon, ton corps ne pourra pas en assimiler plus que la limite journalière que tu as. Et sachant que c'est le ramadan chez nous, voilà, concernant le ramadan, c'est vrai que ça pourrait être un très bon sujet à aborder. Euh, en fait, c'est comme la vie de tous les jours, c'est-à-dire que chaque personne a un emploi du temps. Il va y avoir des personnes qui travaillent la nuit, il va y avoir des personnes qui travaillent le jour, mais avec des horaires différents, qui travaillent plutôt le matin, plutôt le soir. Tout ce qui va être entraînement, alimentation, vous allez devoir l'adapter à votre emploi du temps. Il n'y a pas de secret là-dessus. En fait, nous, en tant que coach, souvent, on arrive avec nos théories, oui, alors le programme mésocycle, macrocycle, etc. Mais en fait, ça se passe jamais comme prévu, ça se passe jamais comme sur le papier, parce qu'on a tous des vies différentes, et puis on a tous des imprévus qui arrivent. Mais par contre, il faut avoir une certaine capacité à s'adapter, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de l'entraînement. Voilà, j'ai pas pu m'entraîner aujourd'hui, il faut que sur la semaine, j'ai pu faire mon volume de séances de façon à atteindre mon objectif. Et ça va être un objectif à répéter plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois par jour, de bien s'organiser en fait. Le street workout, le sport de Captain Dadax, tu l'as oublié. Le street workout, il faut savoir quelque chose. Le street workout, en tout cas comme je le pratique, c'est de la musculation. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. C'est de la musculation. Souvent, on parle de musculation et street workout. Non, c'est de la musculation. C'est de la musculation qui est effectuée au poids du corps. Voilà. Pourquoi c'est de la musculation? Parce qu'il y a un point fixe, il y a un point mobile, on contracte des muscles, tout simplement. C'est exactement la même chose, sauf qu'on est sur des mouvements au poids du corps. Ça va demander, et ça va être souvent plutôt des mouvements polyarticulaires, donc il y a moins d'isolation sur tout ce qui va être au poids du corps. Il n'y a pas forcément de charge additionnelle. Il faut savoir que les gens comme moi et d'autres, nous pratiquons donc tout ce qui est travail au poids de corps, mais en ajoutant des charges additionnelles, ce qu'on appelle le street lifting. Mais ça reste sur les mêmes principes que la musculation. Il y a le temps sous tension, il y a la charge additionnelle, il y a la récupération, il y a le point fixe, le point mobile, chaîne ouverte, chaîne fermée, c'est le même principe. Ça marche? On a notre correspondant depuis Puerto Rico. Est-ce que vous me recevez, monsieur Coco?
Ça marche ou pas là? Ouais, c'est bon, Putain, ça va, on t'entend. galère, galère. Donc du coup, voilà, on va pouvoir avoir un entraînement qui développe la force, on va pouvoir avoir un entraînement qui développe autre chose, mais globalement, on va rester dans de la musculation. Et si on continue de discuter un petit peu, donc là, on a défini 5 points, je crois. La musculation, la course à pied, le sport de combat, le crossfit et les arts martiaux. Et on va essayer de parler sur le fait de garder la même activité physique dans ces 5 activités là, du coup. Donc là, on commençait à parler un peu de la course à pied, je crois. Exact, on avait parlé du coup de la course à pied et on avait t'avais donc précisé notamment que la course à pied avait un effet bénéfique, enfin pour la personne qui va garder la même activité, c'est de se spécialiser et on va avoir pour résultat notamment des mêmes, je sais pas si ça se dit encore, si c'est un peu du fitness à l'ancienne, les mêmes morphotypes Ouais, sur les personnes je qui vois ce font que de la tu veux dire, ouais. course, on va dire les mêmes physiques, voilà, les mêmes physiques sur les personnes qui font uniquement de la course à pied. Exactement. Et je pense on peut en fait tout simplement globaliser l'effet que ça va avoir. Il va y avoir un effet positif dans le sens où, bah, comme on a pu en parler, ça va permettre aux pratiquants de devenir performants dans son sport. Donc vraiment monter en performance et d'aller chercher peut-être bah, voilà, un vrai niveau, une vraie performance. Et du coup de se faire plaisir de ce point de vue-là pour un spécialiste. On va aussi avoir un effet négatif, entre guillemets, qui est que du coup, on va vraiment euh, impacter le corps sur cette activité. Et comme tout ce qui est fait à l'extrême, il y a ce point de vue négatif. Typiquement, la personne qui fait de la course à pied sans forcément avoir une prépa physique correcte derrière, Essuie-glace. voilà, syndrome Ouais, de l'essuie-glace. syndrome de l'essuie-glace pour ceux Euh, qui connaissent. Ouais. Il y a aussi probablement des douleurs lombaires, puisque s'il n'y a pas de renforcement qui est fait, en général, les muscles lombaires ne sont pas forcément renforcés et il peut y avoir des douleurs là-dessus. Il y a des problèmes au niveau du pied, valgus, varus, etc. Enfin bref, il peut y avoir en fait cet effet négatif si il n'y a pas ce complément derrière qui vient régler les problématiques du sport ou de l'activité en elle-même. Et donc, du coup, là, je pense que ça va être plus logique de parler justement de musculation, de course à pied, de sport de combat, de crossfit et d'arts martiaux, en prenant en compte ces deux effets-là, ces deux effets. L'effet positif qui va permettre aux pratiquants de vraiment être performants et d'atteindre des niveaux supérieurs, et l'effet négatif qui va obliger le pratiquant à faire attention à bah, ce qui fait subir à son corps par répétition. En fait, ouais, en fait, c'est pour ça qu'il y a bien la différence entre euh, l'activité et l'entraînement. En fait, d'être tout le temps sur la même Mm. activité, c'est comme si, même pour la personne qui n'est pas forcément un pro, c'est comme si il s'entraînait régulièrement en fait sur cette activité-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, en fait, tu vois, On va il y a dire, beaucoup de... je vais mieux expliquer ma question. Par exemple, une personne qui fait de la course à pied, mais pas forcément à haut niveau, est-ce que le fait pour elle de ne rien faire en complément à côté va avoir les mêmes effets qu'une personne qui peut-être s'entraînerait que pour de la course à pied? Je sais pas si tu as saisi un peu. alors, une personne à haut niveau, la pro- Non, une personne, voilà, une personne lambda ouais, qui ne ferait que cette activité-là, est-ce qu'elle ouais. n'aurait pas les mêmes répercussions que pourrait avoir par exemple une personne qui est à haut niveau, euh, mais qui a une préparation physique autour? Bah, Parce qu'on sait que l'activité à haut niveau entraîne certaines séquelles sur le corps. voilà. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les deux? Bah, moi, tu vois, je pense que la personne lambda, entre guillemets, ou qui, enfin, pratiquant, qui se limite à qu'un seul sport, ou en tout cas qui le fait vraiment à fond et qui fait que ça, pas de prépa physique derrière ou pas d'autres sports, pas de différence, pas de variété, euh, elle va pouvoir, je pense, atteindre un certain niveau. Alors, je ne parle pas de niveau de prépa, de olympique ou quoi que ce soit, puisque là, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Je parle de, on va pas polémiquer, mais voilà. Mais elle va pouvoir toucher en fait ce niveau-là pendant un temps. Mais quoi qu'il arrive, les répercussions, elles vont arriver un jour ou l'autre, et elles vont arriver, je pense, plus vite
que la personne qui à côté fait de la prépa physique et qui, elle, limite les dommages, permet de progresser, mais on va dire d'une manière, comment dire, ouais, tu t'es encadré en fait, le terme d'encadrement. D'accord. Je pense ça, moi. Ok. Il y a Heavyweight qui nous dit Jawed. c'est pas le même effort au final, l'impact sera différent selon le sport et l'effort. Alors attends, j'essaie de remettre la question dans dans le bon sens. C'est pas le même effort au final, l'impact sera différent selon le sport et l'effort. Euh, Alors je sais pas s'il parlait par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, moi c'était une question que je me posais hein, là-dessus, c'est pour ça que je voulais l'avis vraiment de Corentin. Moi je pense qu'il y a un petit peu des deux. Oui, ce sera le même effort, mais après, encore une fois, ça va dépendre du sport et de l'effort, justement. Ça va dépendre aussi oui, de la condition physique de la personne. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'une personne lambda. C'est parce que, en fait, qui dit personne lambda dit pas forcément de bonne posture ou ouais. pas Il n'y a forcément pas de d'hygiène bilan, il n'y a pas, ouais, alimentaire voilà. autour. Voilà. Ouais, ouais. Donc, les- l'impact sera pas le même, c'est sûr, qu'un professionnel. Mais justement, moi, je me posais la question, étant donné que le sport à haut niveau amène des certaines contraintes au corps, parce que Mm. entre guillemets, on n'est pas forcément fait pour faire du sport à haut niveau, en tout cas comme il est fait de nos jours, avec, avec beaucoup d'intensité, beaucoup Ouais, de fréquence. C'est ouais. pour ça que je me posais la question là-dessus, mais c'est sûr il doit avoir une différence d'impact, c'est évident. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même plus dévastateur que la fréquence d'entraînement ou l'intensité, ça va être la pression qu'ils vont avoir derrière. Un athlète de haut niveau, il va avoir une grosse pression, tu sais, vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis des comptes rendus d'objectifs, hein, tu vois. Et ça, bah, on peut apparenter ça à du stress, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, c'est même plus dévastateur que juste la pratique en elle-même. Parce qu'on en connaît plein des personnes qui ont pratiqué, par exemple, je pense à, je ne sais plus comment il s'appelle, le coureur des berges de Lyon, par exemple. Lui, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il court, il continue de courir. Jean-Pierre, Voilà, Jean-Pierre. Jean-Pierre, exactement. Bah, lui, au final, c'est un très bon exemple pour la personne qui, je pense, qui fait que ça. Tu vois, j'ai jamais vraiment vu faire autre chose. Et même lui, quand on avait discuté avec lui, il nous avait dit, oui, je cours et j'adore ça, je fais que ça tous les soirs, tous les jours, voilà. Et pour le coup, lui, il se met pas la pression, tu vois. Il se met vraiment à son niveau. Et aujourd'hui, il peut parler d'un très bon niveau. On peut parler d'un très bon niveau. Maintenant, il n'a pas de pression, il est à la retraite, il se met cool. Bon, là, en ce moment, je pense qu'il doit se tirer un peu les cheveux, même s'il n'en a plus, mais dans le principe, il y a haut niveau, pression du haut niveau, et le sport que tu peux pratiquer à la même ou presque la même fréquence que le haut niveau, mais dans lequel tu t'imposes pas de résultats, et du coup, tu peux durer de cette manière-là, tu vois. Ouais, c'est vrai, donc en gros, tu fatigues pas ton côté Mm. psychologique aussi un petit peu Ouais. de l'approche sportive. Je pense que c'est déterminant, tu vois. Et pour parler de variété en soi, dans un même sport, par exemple, prenons encore la course à pied, on est dedans, exactement comme la musculation. Dans la course à pied, tu peux te préparer pour un marathon, tu peux te préparer pour un semi, tu peux te préparer pour un 400 mètres, pour un 100 mètres, tu vois. Il y a plein de manières différentes de s'entraîner dans une même activité. Mm. Donc, et ça, c'est ce qu'on Mais va ça, aborder. C'est ce qu'on va aborder notamment dans dans la le présentation. crossfit, on va en discuter. Ouais, Les crossfitters, restez connectés parce ouais, qu'on grave. on va parler, vous et moi, ne vous inquiétez pas, je veux pas vous louper. Alors, Jawad, il dit l'impact psychologique est à prendre en compte pour les sportifs de haut niveau. Ceux qui font ça pour le plaisir vont progresser plus facilement. Alors, ceux qui font ça pour le plaisir, ils ne vont pas forcément progresser plus facilement. Prenons deux sportifs de haut niveau. Un qui se fait plaisir et un qui ne se fait pas plaisir. Forcément, le mec, il va progresser plus vite. Celui qui se fait plaisir, il va progresser plus vite. Et ça, c'est visible partout, pas que dans le sport. Quelqu'un qui est dans les études, qui aime bien faire du droit, qui aime bien faire ça, ça lui plaît, il va forcément mieux apprendre, plus être investi. Derrière, à côté des cours, par exemple, ou à côté de ses séances de sport, bah, il va encore se renseigner sur d'autres choses, hein. Et voilà. Ça va forcer l'investissement d'un sportif. Et donc, niveau du stress, encore, niveau de l'implication mentale, bah, la personne, elle va être à fond dedans. Voilà. Elle va être, voilà, ça ne va pas être un problème pour elle de s'entraîner. Il ne va pas y avoir de contraintes pour elle. Par contre, forcément, d'un point de vue opposé, oui. Pour moi, c'est clair que si une personne n'a pas envie de faire un truc,
il y aura de grosses répercussions d'un point de vue mental et ensuite ça va se répercuter sur le physique. Pour moi, c'est juste du bon sens, hein. C'est totalement logique. Ouais. Enfin, moi, ça me paraît évident. L'exemple que tu as donné est très parlant. Ça me paraît Mais, mais, totalement mais normal. cela dit, tu vois, il y a quelque chose dans le sport de haut niveau qui est particulier et j'ai l'impression, c'est que un peu comme on peut voir, même à notre échelle, on n'est pas sportif de haut niveau, mais voilà, dans le street workout, on sait très bien que d'une certaine manière, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de prétention dans le sport, quoi qu'il arrive. Et ça, Fierté. ouais, de fierté. Et ça induit les sportifs à aussi se mentir à eux-mêmes. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Mais dans l'idée, un sportif qui va se dire, en fait, j'aime plus ça, il va plutôt se dire, ah, c'est dur, mais il faut que je sois fort mentalement, mais il faut que, tu vois, il va plutôt se retourner le truc en se disant, il faut que mon mental il soit plus fort, plutôt que juste se dire, bah, en fait, c'est peut-être pas ce à quoi je voudrais faire tout le temps, et je vais peut-être m'orienter vers autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le sport de haut niveau, je pense qu'il y a ça aussi. Et ça vient dans le fait aussi que les sportifs de haut niveau, comme j'avais vu dans je ne sais plus quel livre, je crois que c'était l'haltérophilie au service de la prépa, il disait que les sportifs de haut niveau, c'était comme des Formule 1. Tu changeais un tout petit truc dans leur routine, euh, et, et voilà, la voiture, en fait, elle part complètement. Voilà, tu dévies un petit peu la direction, bah boum, la voiture, elle va partir complètement à l'opposé. Enfin, en gros, c'est très très sensible, un sportif de haut niveau. Et lié à ça, au final, c'est un petit peu, je pense, un mécanisme de protection aussi qui peut être créé via le besoin mental, en fait, d'être fort mentalement. Ok. Je sais pas si c'est Ok, cohérent ok. ce que je dis, mais bon. Bon, Si, ça me paraît cohérent. Après c'est vrai que c'est bien qu'on échange là-dessus parce que c'est quand même des sujets. Moi, pour moi, il y a pas eu de preuves. C'est beaucoup de subjectif. Il y a quelques études qui sont menées, mais elles sont pas menées sur tout le monde parce que tout le monde n'est pas pro. Et puis, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un avis différent de soi. Après faut-il encore que les gens soient ouverts au débat de nos jours. Mais non, ça s'entend, ça s'entend. euh, je pense qu'on va essayer de revenir un peu sur, sur le sujet du jour. Sur le sujet, ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Et Ce serait bien qu'on revienne. pourquoi pas passons au sport de combat. Du coup, quel est l'impact de rester dans le sport de combat pour un pratiquant euh, physiquement, on va dire physiquement. Ah, ouais, alors déjà, ce serait bien que tu puisses repréciser ce qu'est un sport de combat, parce que du coup, il y a l'onglet aussi arts martiaux que tu as cité pour tout à l'heure. Donc ce serait bien qu'on puisse faire la différence entre les deux. Est-ce que tu saurais me donner une définition? Alors moi j'ai mis en fait les deux derniers, le CrossFit et l'art martiaux, je les ai vraiment mis pour illustrer la partie physique, donc en gros l'impact d'une variété physique et l'impact d'une variété psychologique, l'aspect plutôt mental. Dans l'art martial, le courant japonais ou enfin tu sais très asiatique, ça va être de vraiment rester toujours dans sa même voie. Voilà, t'es karatéka du début jusqu'à la fin. Tu vois le truc? Un peu comme dans l'animé Baki, petite référence. Typiquement, tu vois, t'es karatéka, c'est du début jusqu'à la fin et il ne faut pas changer ta voix, tu vois. Et typiquement, la pensée un peu plus occidentale, et c'est pas faux, la pensée un peu plus occidentale, c'est on va essayer de piocher un peu partout, on va essayer voilà, de prendre. Et c'est là qu'en fait, bah, Bruce Lee a pu créer Jet Kundo, Mixed Martial Art, etc. À la base, il faisait quoi? Il faisait du Wing Chun, il est passé sur du Kung Fu, il est passé sur du Jet Kundo, qui est un mix des deux. Et tu vois, donc en fait, là, c'est pour ça que j'ai fait CrossFit et arts martiaux, pour aborder plus la partie physique, dépenses physiques, quel Mhm. est l'impact de changer, et mental, quel est l'impact de rester dans la même chose mentalement et varier mentalement. Donc, pour revenir au sport de combat, l'idée c'est de parler vraiment de l'aspect
sportif, moi, ce que je dirais, c'est que quelqu'un qui reste tout le temps dans les sports de combat, déjà, les sports de combat, pour moi, c'est un des sports qui va avoir une des préparations physiques ou des demandes physiques les plus complètes. Selon moi, quelqu'un qui a fait des sports de combat et qui fait des sports de combat, il peut se débrouiller dans n'importe quel autre sport. Physiquement, il aura les Déjà, le compétences. sport de combat, il faut dire, dans le sport de combat, il faut quoi? Il faut de la puissance. Si on parle de la boxe, hein, par exemple, Mm, boxe, allez, classique, boxe pied-point, il faut de la puissance, il faut de la mm. vitesse, il faut de la force, il faut du cardio, et il faut un minimum de souplesse. Si tu veux envoyer un high kick, Ouais. si tu es raide comme un manche à balai, ça va Ouais. pas monter. Il faut de Donc l'équilibre. en fait, on a quand Ouais. même, on a pas mal de, comment on appelle Toutes les ça? qualités physiques On a pas mal de qualités physiques, voilà, qui sont engagées. Ouais. et qui sont engagées. Donc en fait, quelqu'un, et souvent c'est marrant que tu dis ça, parce que souvent les mecs des sports de combat, ils disent, enfin moi j'ai connu cette époque-là, de nos jours c'est moins présent, mais souvent on avait le discours de, on fait pas de muscu nous, on boxe. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, au final, quand tu vas faire des abdos, quand tu vas faire des pompes ou des tractions, tu fais de la musculation. Mm. Il faut le rappeler ça à ces gens-là. Donc C'est clair. concernant notre thème de effets de, 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 de faire la même activité physique, dans les sports de combat, et je trouve qu'on se rapproche beaucoup de ce qui est fait au niveau de la musculation. Mm. Parce que et de la musculation ou même de la course à pied, finalement, c'est un petit mix des deux parce que on a de la sollicitation des muscles, on a la sollicitation de la capacité cardio. Mm. Donc on est un petit peu sur les deux, je trouve. C'est clair. Non, mais en fait, c'est ça, je pense, ce qui est à retenir de ce premier point, en tout cas, du fait de garder toujours la même activité physique, c'est que techniquement, si tu restes toujours dans ta propre activité, oui, tu vas devenir performant dedans. Oui, tu vas permettre de pouvoir changer de domaine. Voilà, le mec qui fait des sports de combat, moi quand j'ai fait de la boxe anglaise, que je suis passé après de la boxe pied-point, bah, j'avais des bases qui me permettaient d'être complètement à l'aise sur le déplacement, sur voilà, le combat en fait. J'avais déjà l'appréhension qui était plus présente des coups, etc. Pareil, quand je suis passé du pied-point au sol, encore une fois, j'avais encore cette vision du combat, de la stratégie et tout ça. Donc, le fait de rester vraiment dans ton activité et de rester dedans, même si tu changes on va dire, de type d'entraînement, mais que tu restes dans ton activité, bah, ça va te permettre de devenir performant dedans. Voilà. Et pour un sportif de combat, les problématiques qu'on peut avoir, ça va être en général les épaules en avant et les fatigues la fatigue des articulations de l'épaule. Souvent, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font de plus en plus de renfos Parce sur la qu'elles coiffe, sont etc. sollicitées. Ouais. Même chose pour les hanches. Ouais, Au mais niveau des elles sont hanches, on est sollicitées, mais il y a vachement aussi sollicité. beaucoup d'impact. Mm. Il y a aussi beaucoup d'impact. Et les impacts, à contrario d'un sportif, enfin, d'un coureur, le coureur, lui, il va avoir peut-être les genoux, les hanches et les chevilles qui vont être très, très calcifiées au bout d'un moment ou qui peuvent être endommagées. Un sportif, quelqu'un qui fait des sports de combat, lui, ses épaules, dans n'importe quel sport de combat, elles sont sollicitées et en général, c'est plus fragile qu'un genou. Enfin, c'est une articulation qui est plus petite. C'est l'articulation même la plus libre du corps humain. Donc, forcément, c'est celle qui ramasse en premier. Donc voilà, si on aura un conseil à donner, je pense, c'est travailler, renforcer bien vos épaules pour quelqu'un qui fait des sports de combat. Exactement. Et je dirais même qu'au niveau du sport de combat, euh, moi pour moi, hein, personnellement, le sport de combat actuel, le moderne, il peut pas se séparer de la préparation physique qui est liée à la musculation, tout simplement. On a beau classifier, oui, sport de combat, c'est pas comme la muscu, machin, parce que moi je fais de la gonflette, machin. En fait, on peut pas couper les deux. Je pense sur le sport de combat moderne. Regardez Conor McGregor, ses entraînements, il fait des muscle-up, il fait des pompes. Voilà, ils ont compris, les mecs, que c'était indissociable, quoi. Ouais. Non, mais il y a eu cet aspect justement, ouais, développement grâce à la musculation et comme peut le dire là, Jawad, l'haltéro, etc. Mais quoi qu'il en soit, en gros, l'un
peut amener à l'autre. Ça veut dire que quelqu'un qui fait des sports de combat va pouvoir derrière peut-être être performant sur du powerlifting ou même, je me souviens à l'époque, on parlait des boxeurs boxe anglaise, il y avait pas mal de mecs qui faisaient de la boxe anglaise qui étaient tête d'affiche dans des magazines de fitness. Parce qu'ils avaient un corps sculpté, parce qu'ils étaient bien taillés, etc. Et parce que c'était les normes à l'époque du gabarit, des bonnes épaules, des pecs larges mais pas épais, un dos qui sort, des bras massifs, etc. Mais l'inverse, un mec qui fait de la musculation, tu le mets sur un ring et tu le fais faire enfin, tu le fais faire même une séance de sport de combat, il va avoir une résistance lactique minable. Il va être dans le mal au bout de 2 secondes et en plus de ça, il va même pas pouvoir transférer les gains de force qu'il a fait dans, dans le sport de combat qu'il va faire. Tu vois? Donc l'un peut se transférer chez l'autre, mais l'autre pas forcément chez l'un. Et, euh, et ça, c'est typiquement, en gros, la personne qui a fait que du sport de combat, qui va vraiment faire son sport de combat, et ben, une fois qu'elle va passer sur une autre activité, euh, son corps, en fait, instinctivement, je pense, enfin, les qualités physiques, instinctivement, elles vont venir rentrer en conflit avec le sport qu'il a pratiqué avant ou le sport qu'il a le plus pratiqué globalement. Ok, ok, ok. Non, c'est bien, ça, je pense que t'as bien conclu un petit peu sur ce chapitre-là. Mm. Et je Et pense qu'on peut... on peut... Vas-y, dis ce que tu voulais dire. non, non, bah non, mais on peut parler justement du fait de varier peut-être. Euh, alors, j'étais en train de lire le commentaire des heavyweight de Jawad. Comme a dit Captain, ça dépend encore une fois si c'est un amateur ou un pro. La prépa de Teddy Riner n'est pas la même qu'un mec lambda dans un petit club. C'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et justement, les méthodes des préparateurs physiques, parce que on parle souvent des athlètes pros, mais en fait, on va dire que les athlètes et les préparateurs physiques, ils suivent aussi le cours du temps. C'est-à-dire que même si c'était des athlètes pros, on regarde les préparations physiques des gens il y a 50 ou une centaine d'années, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait, on pourrait rigoler. Oui. Ah, Mais parce qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient de leur temps aussi. exactement. Voilà. Ah, Donc et puis même, les les méthodes problématiques sont évoluent. plus les mêmes. Regarde juste dans la prépa physique du football américain. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'haltéros, mais surtout, il y a de plus en plus de prévention des blessures, et même dans tous les sports en fait. Et ça, c'est parce que l'après période de haut niveau, elle est de plus en plus présente dans la prépa physique et dans le monde du haut niveau. C'est vrai, ça évolue avec le temps, ça change, il y a des bonnes choses qui viennent, il y a des choses qui reviennent au menu du jour aussi. Mm. Et puis bon, bah, Ouais, après concernant le sport de combat, comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, notamment voilà, ce qui peut convaincre un petit peu les gens qu'on est quand même sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'on touche à beaucoup de qualités physiques, donc mm. forcément, on sera plus à même de pouvoir toucher à beaucoup de choses. C'est clair, Voilà. c'est clair. Et bah écoute, je pense qu'on peut avancer sur le fait de changer régulièrement. Quels sont du coup l'impact qu'on va avoir. Enfin, c'est une bonne transition, quoi. Prenons un pratiquant qui, lui, va faire peut-être pendant un mois des sports de combat. Le mois d'après, il va se mettre que à la course à pied. Le mois d'après, il va se mettre à la musculation, ou on va dire le développement de la force globalement, et changer régulièrement comme ça. Euh, Quel intérêt ça aurait pour lui et quels désavantages aussi ça pourrait avoir. C'est une question que tu me poses, hein, c'est ça. Ouais, 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 je te laisse ouvrir un peu le débat. Alors, pour moi, il y a plusieurs problématiques. C'est-à-dire que ben, tout dépend de l'objectif, déjà, premièrement, parce que justement, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui va faire du sport de combat, et ben, il va être plus à même d'être sur différentes activités, de pouvoir s'en sortir, entre guillemets. Mais Se pour faire moi, ça plaisir, ouais. revient un petit peu, voilà, mais ça revient un petit peu à l'élève qui bosse pas à fond toutes ces matières et qui a la moyenne, quoi. Il a la moyenne. Voilà. Ouais. Pour moi,
le fait, par exemple, de se focaliser sur un mois sur une préparation physique, un mois sur un autre type d'entraînement, un mois sur un autre, euh, ça espace peut-être un peu trop les différents types d'entraînement. C'est le premier truc qui me viendrait à l'esprit. Après, en positif, ce qui est vrai, c'est peut-être d'axer la progression sur justement d'axer là où il y a besoin de progresser, de s'améliorer. Ouais. C'est. Voilà, Ah, tu voulais dire? non, non, vas-y, Ah. vas-y. Bah, je pense que d'un point de vue, quelqu'un qui aime le sport, je pense il peut justement apprécier le fait de varier régulièrement des états d'esprit différents, tu vois, des méthodes d'entraînement différentes et du coup bah, de se voir progresser à chaque fois qu'il change de sport. Je pense que là-dessus, d'un point de vue bien-être, voilà, il y a des gens qui peuvent s'en sortir là-dessus au niveau, ben, voilà, sur un aspect psychologique. Je pense que ça peut être intéressant. Mhm. Maintenant, d'un point de vue pratique, d'un point de vue de performance, forcément, va y avoir le contre dans le sens où, on va dire, on parle de préparation générale. Il va avoir une préparation physique générale qui lui permet d'avoir des liens dans tel et tel sport. Mais comme tu le dis, ça ne sera qu'une moyenne de partout. Donc en gros, il ne pourra jamais vraiment comment dire, pratiquer à un niveau qui lui permette de se sentir performant ou je ne sais pas comment te dire. Tu sais, la première fois que tu fais ton muscle-up et que tu fais ton transfert et puis ensuite que tu passes ton claqué arrière, si on parle de street workout, ces sensations-là, tu vois, il n'y a que quelqu'un qui a fait vraiment, qui a passé beaucoup de temps sur la barre qui peut y arriver. Tu vois? C'est pas n'importe quel nouveau venu qui arrive à faire 5 tractions. Alors, c'est bien de faire 5 tractions, mais c'est pas suffisant pour arriver à passer au-dessus de la barre, de sauter, d'avoir l'explosivité nécessaire. Et ben même sur le sport de combat, tu peux arriver à mettre un direct, un droit, un gauche, un droit de gauche, mais tu peux peut-être pas forcément avoir la sensation de vivre le combat, de le maîtriser, si tu n'as pas passé suffisamment de temps sur le ring, en situation de combat, avoir développé tes techniques d'offensive, de défensive. Tu vois? Donc, je pense d'un point de vue bien-être, pour la personne qui recherche euh, à, à tester, à se découvrir, un changement, ça peut être bénéfique. Mais d'un point de vue de performance, pour la personne qui vise, qui a besoin ouais, tu sais, les motivations intrinsèques, extrinsèques, qui a besoin de trouver cette motivation, ça peut l'amener, ouais, en effet, à se rendre compte que bah, il n'y a pas d'évolution concrète dans ce qu'elle fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Le live, il va couper dans 10 secondes. Ce que je propose, c'est que voilà, vous revenez. Ce serait bien que tu puisses le relancer. Tu peux le relancer le live. Donc comme ça, je vais enregistrer celui-là et puis à tout de suite. Donc, bah écoute, re-bienvenue à ceux qui sont là. Re-bienvenue à ceux qui sont de passage. J'espère que tout le monde va bien, que le confinement se passe bien pour vous. On est avec Corentin en direct, donc respectivement, nous sommes confinés chez nous, nous faisons attention, nous avons les gestes barrières, la preuve, regardez, on ne fait pas le live ensemble, alors qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Et aujourd'hui, on abordait le thème pardon, de l'activité physique. Et donc, Et on la parlait de variété. l'activité, voilà, de la variété. On abordait différents thèmes, Ah, et notamment la question était de savoir quels étaient les effets. il y a Chris le crossfitter qui nous a rejoint, donc c'est parfait, tu Ah vois. bah tiens, il arrive pile au moment où on va parler du CrossFit. Bah bienvenue Exactement, Christophe. exactement. Donc on abordait différentes activités physiques en expliquant quels étaient les effets justement, euh, quels étaient les effets de pratiquer une même activité physique. Voilà, et on avait abordé le thème de la musculation. En deuxième point, on a abordé le thème de la course à pied. En troisième point, on a abordé le thème Des des sports de sports de combat. combat. Et Monsieur Christophe, on arrive sur le CrossFit. Allez, c'est Et parti. voilà. Et donc, du coup, on disait que le crossfit, alors selon ce que je me souviens, c'était l'idée principale,
c'était de jamais savoir à quoi on allait s'attendre. Donc tu peux dire si j'ai bien retenu les leçons ou pas. Mais l'idée du CrossFit, c'est vraiment de se dire, voilà, on arrive pour un WOD, pour un entraînement, on ne sait pas, c'est la surprise, c'est prêt à tout. Vraiment se dire que physiquement, il faut être capable de pouvoir subir n'importe quel type d'effort. Long, court, voilà, c'est ça. Donc l'effet des variances des entraînements. Bah parfait. Je ne dis pas de conneries a priori. Exactement. Top. Exactement. Donc là, on a un très bon exemple de ce que c'est que la variété dans l'entraînement. Euh, Tantôt, on va avoir des mouvements de force, soulevé de terre. Alors, on ne va pas avoir des mouvements de force comme le développé couché ou comme ce qu'on peut avoir en salle, mais on va avoir déjà de bons mouvements. Soulevé de terre, squat et développé militaire. Donc, 3 bons mouvements qui sont utilisés par tous les athlètes de force. Tantôt, on va avoir des exercices qui sont très techniques, donc forcément haltérophilie, snatch, clean and jerk, et voilà. Et plein d'autres exercices qui sont, on va dire, dans la composante fonctionnelle. Pompe, course, enfin de la gymnastique en fait, il parle même de gymnastique. Voilà, muscle up, pompe, handstand, etc. Et au final, j'ai l'impression, alors là c'est personnel, mais j'ai l'impression que le CrossFit, à vouloir faire beaucoup de choses, à vouloir varier tout le temps, ça rentre clairement dans un sport, alors je vais dire endurance, mais l'idée derrière, c'est vraiment de comprendre que à chaque fois, il y a cette composante cardio, très très cardio. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Alors, dire. je vois très bien ce que tu veux dire. Alors après, voilà, pour réintroduire un peu le sujet, pour moi, le CrossFit, il a un effet, premièrement, ça va être surtout il répond. Faut pas oublier que le CrossFit, c'est une marque déposée. Donc on est dans le sport, il faut pas se mentir, on est dans le sport business. Et donc moi, si je monte un business plan dans le sport, qu'est-ce que je vais faire? Je dois toucher de la clientèle. En touchant de la clientèle, toucher de la clientèle dans le sport, il faut tenir compte des capacités, des envies de chacun. Voilà, de répondre à plusieurs demandes. Et justement, c'est là où ils sont très forts au niveau du CrossFit, Ouais. c'est que c'est une discipline qui répond à énormément de besoins, mais pas que sportifs. Ouais, c'est vrai. Voilà, Il tout y ce a une qui va grosse être fédération, enfin, il y a une grosse entraide, voilà, une émulation, il y a une émulation, il y a ce côté communauté. team, communauté, tout ça. Et en fait, on pioche un petit peu dans tout pour contenter tout le monde, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, comme tu Ouais. disais, il y a de l'haltérophilie, il va avoir donc le côté technique de l'haltérophilie, il Mm. va avoir le côté musculation avec des charges importantes, d'avoir de la sensation d'être congestionné, donc on augmente le Ouais. volume, voilà, on augmente le volume le nombre de répétitions en tout cas. J'allais dire le volume de séances, mais c'est vrai qu'on est plus sur du nombre de répétitions. On a le côté cardio qui est quand même, il faut dire ce qui est, quand on finit un bon cardio, on est défoulé, on sent qu'on s'est dépensé, voilà, ça passe beaucoup par de la sensation, on a transpiré, même si on n'a pas forcément donné tout, mais on a transpiré, et puis d'être en équipe. Voilà. Mm. Et le fait d'avoir justement toutes ces variables mises ensemble, et ben, ça permet de fédérer quelque chose. Voilà. Ouais. Alors, il y a Johan qui a dit un truc. Il dit que le Alors, CrossFit, c'est Johan. seulement la professionnalisation camouflée de l'haltérophilie. Alors, pour avoir suivi un séminaire de Klokov, qui du coup, pour le coup, est le patron de l'haltérophilie, on va dire, ou un des patrons de l'haltérophilie, euh, franchement, je vais te dire honnêtement, Attends, il a rajouté avec une dimension ouais, mais cardiovasculaire. franchement, je vais te dire, les haltérophiles chient sur le CrossFit. J'ai vraiment eu cette impression-là. D'accord. Alors, pas sur les athlètes de CrossFit, mais sur les pratiquants. Parce que, Ah, mais il y a une guerre ouais, d'intérêt. non, non, même pas Il y a une guerre d'intérêt, parce qu'en d'intérêt. fait, le CrossFit, il a fait bondir les abonnements en salle d'haltéro. Et ça, ils sont très contents Mhm. pour ça. C'est pour ça que tous les athlètes et les professionnels d'haltérophilie font des séminaires dans les box de CrossFit. Donc c'est une source à pognon pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils aiment très bien. Mais par contre, ils chient sur leur gueule parce que, et ça, je reprends vraiment les termes que j'ai eu avec la discussion. Alors c'est pas avec le coff, hein, je vais pas faire de mauvaises pubs. Mais clairement, en fait, comme tu dis,
c'est une sorte, enfin, comme j'ai pu lire aussi, une sorte de fourre-tout. Alors c'est un peu fort, hein, le terme, c'est pas pour cracher dessus, hein, du tout, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes, qui veulent en faire et qui veulent, et ça, on peut pas, on peut pas blâmer l'encadrement qui est proposé dans les box parce que c'est pas la faute des box. Ça c'est clair. C'est pas la faute des traîneurs, même s'il y en a qui sont minables, mais c'est pas la faute des traîneurs, des entraîneurs, pas du tout, parce qu'il y en a qui sont très très compétents. Mais comme tu dis, une grosse communauté, bah dans une communauté, il y a des personnes qui font n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'elles font n'importe quoi, mais avec cette marque. Et ça se voit beaucoup. Et quand on touche de l'haltéro, des choses comme ça qui sont très complexes, très techniques, bah tout de suite ça part facilement dans des compilations de fails qui sont, qui sont très nombreuses, quoi. Et pour revenir sur le truc, c'est que l'haltérophilie, clairement, bah, je vais te dire exactement ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, si vous voulez devenir bon sur un snatch, sur un arraché, sur un épaulé, sur un jeté, allez faire de l'haltérophilie, allez vous inscrire dans une association d'haltérophiles. Il a dit ça au milieu d'une boxe, hein. Mais voilà, pour lui c'était clair. C'était, vous voulez devenir bon en haltérophilie, allez faire de l'haltérophilie. Vous voulez devenir bon en crossfit, faites du crossfit. Donc la professionnalisation de Ça se l'haltéro, résume bien, hein. je suis pas trop d'accord avec cette idée. Euh, mais oui, le fait de rendre accessible la compétition avec des mouvements d'haltéro, et etc., peut-être. Peut-être. Mais encore une fois, on attend l'avis des crossfitters, hein, parce que c'est eux qui sont le mieux, sont le mieux placés pour en parler. C'est sûr. Alors après, pour rejoindre du coup le thème central qu'on a abordé tout à l'heure, à La savoir variété. quel est... La variété. De quoi? La variété, je parlais du thème central, la variété. Ouais, ouais, la variété. Et donc, moi pour moi, les effets justement de pratiquer uniquement le CrossFit, et j'en ai parlé des positifs, c'est-à-dire qu'on va répondre à plusieurs choses au niveau de la demande, mais il va y avoir aussi des effets négatifs. C'est que, eh ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens vont peut-être griller les étapes. En fait, quand tu as tout dans le même panier, bah, tu es tenté de rejoindre le haut du panier, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu regardes pas forcément les étapes pour arriver au haut du panier, tu as envie d'y aller tout de suite. Mm. Donc, ça entraîne des blessures. Ouais. On en voit pas mal des blessures. Euh, Ce que les gens ne se rendent pas compte que c'est pas forcément leur activité qui les a blessés. C'est toutes les activités qu'ils n'ont pas faites qui les ont blessés en fait. C'est vrai. Parce que souvent on entend déjà ouais mais le squat machin il m'a blessé, je me suis blessé. En fait tu t'es pas blessé du squat que tu as fait, mais tu t'es blessé de toute la préparation pour ce squat que tu n'as pas faite. Mm. Exactement. Et donc Exactement. voilà le danger pour moi qui se trouve là-dedans, c'est que euh, le concept en lui, il peut être novateur, il peut être très novateur, mais il faut pas oublier qu'on n'est pas des êtres parfaits, donc forcément il y a des dérives. Et donc les dérives, elles sont situées au niveau du particulier L'orgueil. qui, euh, qui va peut-être mal étalonner, on va dire, sa progression, alors qu'on est quand même sur quelque chose qui touche beaucoup de qualité physique, et on est dans un monde où les gens n'ont pas beaucoup de qualité physique. Alors attends, Chris a parlé. Et il dit, dans tous les cas, un sportif sera toujours plus fort dans son sport unique puisqu'il se spécialise dessus par rapport à un crossfitter ou crossfiteuse qui essaie de développer la polyvalence. Alors, la polyvalence, mais techniquement, est-ce qu'un crossfitter serait capable d'aller dans n'importe quel autre sport? C'est ça la vraie question. Parce que on parle de polyvalence, mais c'est quand même devenu très spécialisé. Euh, tu n'as qu'à regarder les CrossFit Games. Les champions, j'ai l'impression, voilà, sans parler de dopage, etc. Parce que là, clairement, surtout dans le côté féminin, sans parler de tout ça, j'ai l'impression que les meilleurs ont plus ou moins tous le même gabarit aussi. Donc, est-ce que ça
explique. Ça crée une spécialisation. Voilà, est-ce que ça explique pas justement que le CrossFit ne peut pas être quelque chose qui est par définition la polyvalence de tous les autres sports parce qu'il y a un profil type qui va avoir peut-être plus de facilité. Alors, je sais pas, tu parles de l'haltéro, on parle de l'haltéro par exemple, quelqu'un qui va avoir des segments courts, tu regardes Frazier, Frazier, je ne sais plus comment on dit son nom. Matthew Fraser, Mm. Freezer. Fraser, lui, tu regardes son gabarit, il est taillé pour ça, quoi. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. Je regardais, il y avait un autre, là, celui qui est tombé pour dopage d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle, il avait une tête de Ruskov. Lui, dans l'haltéro, il chiait, je crois. Enfin, par rapport au champion, hein. Bien évidemment, il a des perfs qui sont monstrueuses, mais il chiait sur certains trucs qui lui faisaient perdre quand même pas mal de points. Alors attends. Le but, c'est de bon partout, mais jamais aussi fort qu'un athlète ou une athlète qui se consacre qu'à ça, effectivement. Ouais. Enfin bon, du coup, Ça revient un petit peu à ce que je disais sur le sport de combat. Au final, ça fait avoir la moyenne partout, ouais. mais pas forcément de spécialisation dans un domaine. Bon, mais on a en même temps ce sport-là qui devient une spécialité à lui seul. Oui, voilà. Ouais, ça, c'est ce à quoi je suis d'accord. Mm, mm, mm. Après Après, ce qui est intéressant notamment avec le CrossFit, c'est que c'est un petit peu comme ce que tu disais avec Bruce Lee tout à l'heure. En fait, on a pris plusieurs disciplines et un on a medley. concocté quelque chose avec toutes ces disciplines. Et donc, du coup, ça permet d'avoir quand même des athlètes qui touchent à plusieurs choses. Mm. Voilà. Mais ça reste par contre, c'est vrai, je me souviens, ça reste principalement sur le concept du travail fonctionnel. Et c'est là qu'ils font leur plus grosse, comment dire, ouais, leur plus grosse marketing, c'est que tu vois des grands-mères qui font des mouvements liés à un WOD. Alors c'est un WOD qui est adapté, mais en gros voilà, le but c'est d'être fonctionnel, c'est d'habituer les gens à bouger mieux dans leur vie quotidienne. Et c'est pour ça que ça touche entre guillemets tout le monde et que tout le monde est intéressé ou peut se dire je peux le faire, parce que c'est des mouvements qui sont censés améliorer la vie quotidienne. Un squat avec quelque chose devant, soulever quelque chose du sol, pousser au-dessus de la tête, etc. quoi. Mm, mm. Ah, désolé. Oh purée. Ah, là, sur ce bel accordéon. Euh, Non, je pense qu'on a fait on a fait le tour là-dessus sur la partie CrossFit. Et Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? du coup, on peut voir en fait comment dire, la même réaction, non pas le même phénomène sur les arts martiaux. Je parlais tout à l'heure de la pensée asiatique, ou on va dire de la pensée de l'Est, et de la pensée plus occidentale. Typiquement, ce que Bruce Lee a fait, ce que les arts martiaux ont fait, les arts martiaux, le Mixed Martial Art, le MMA, l'UFC, le combat libre, c'est exactement le même principe que le CrossFit avec les sports de force et les sports d'endurance. Tu avais des personnes qui disaient qu'il faut être uniquement dans sa voie, etc., faire que ça. D'autres qui ont dit non, il faut aller piocher un peu de partout. Et ben au final, ils ont mis tout ça, ils ont englobé tout ça. C'est devenu une discipline en soi. Un combattant qui fait du MMA va pas se battre de la même manière qu'un combattant qui a des règles. Un boxeur, quelqu'un qui fait de la boxe anglaise, il n'a pas le droit de passer derrière, il n'a pas le droit de descendre le buste en dessous de la ceinture. Tu vois, toutes ces règles-là, ça va induire un entraînement différent et physiquement aussi des conditionnements physiques différents. Or, le combattant de MMA, maintenant, c'est devenu une discipline à part entière. Avant, tu devais faire un sport de combat pied-point et un sport de combat bas-sol, et tu étais prêt pour aller faire des compétitions. Ouais, mais en vrai, avant,
le MMA, si on suit un petit peu l'histoire, ça a commencé en fait en affrontement entre disciplines en plus, hein. C'était un petit peu ça. En gros, il y avait un mec qui était plutôt bon en anglais, il y en a un qui était plutôt bon en kickboxing ou des choses comme ça. Et puis les gars, ils s'affrontaient avec leurs skills. Maintenant, bah, justement, comme tu dis, ils ont fait un medley d'un petit peu tout ça et c'est devenu des athlètes de MMA alors que ça n'existait pas avant. C'est incroyable. Exactement. C'est devenu une nouvelle Bah, c'est manière pareil de se pour le battre. CrossFit en fait, parce qu'il y a eu enfin, il y a des gars qui étaient bons entre guillemets en gym, comme ils disent. Il y en a qui étaient bons en musculation, d'autres en haltéro, et puis maintenant en fait il y a des gars qui ont pris la moyenne de tout et qui ont composé des athlètes. Ouais, Alors il y a Laura qui dit, ouais. je pense dans le CrossFit, tu n'arriveras jamais à être excellent, on t'entraînera toujours à avoir une lacune ou des lacunes. Je pense qu'on ne t'entraîne pas à avoir des lacunes, mais l'entraînement va provoquer certaines lacunes. Et là, justement, ça va nous amener en fait au troisième point. C'est bien, ça fait une bonne transition sur le fait de pratiquer toujours le même entraînement ou de varier tout le temps. Enfin, en quelle régularité, on va parler de ça un petit peu, ces entraînements. Combien de temps il faudrait idéalement rester sur un même type d'entraînement et combien de temps, enfin, quels seraient les avantages et les désavantages. Et là, du coup, le CrossFit, il nous amène vraiment sur la composante de la variation euh, 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 quasi régulière, en fait. Cependant, les athlètes de haut niveau en CrossFit ou même tout simplement les personnes qui font vraiment ça tout le temps vont avoir des programmations où pendant leur programmation, ils vont avoir peut-être un entraînement de force sur un type de mouvement et ils vont progresser dessus on a pu l'apprendre nous en formation pour développer par exemple, je sais pas, la force sur un 5x5 classique. Mais ça, c'est pas ce qui va être proposé aux adhérents, ou la plupart des adhérents, dans un WOD. Un WOD, ça va vraiment être le principe d'un WOD. Mais à côté de ça, il va y avoir d'autres séances pour permettre de progresser ici, de progresser là, d'améliorer telle composante qui nous fait faiblesse, etc. Et, euh, et, et, euh, et du coup, pour revenir, parce qu'on va pas trop déblatérer sur le CrossFit, sinon ils vont nous détester. Mais dans l'idée, selon toi, dis-nous un petit peu les avantages que tu vois, toi, et les inconvénients à garder toujours le même entraînement. Garder toujours le même entraînement pour moi. Alors, faut savoir un peu pour ceux qui ne connaissent pas, moi je fais quasiment tout le temps les mêmes séances. Déjà parce que ça résulte d'une analyse de mes points faibles, on va dire. Alors, quand je dis tout le temps mes mêmes séances, ça veut pas dire non plus, ça fait 15 ans que je m'entraîne, que j'ai fait qu'une seule séance. Mais en gros, j'essaie de rester souvent sur les mêmes exercices qui me font défaut et que j'essaie d'améliorer. Pendant combien de Et temps, on va donc, dire, au maximum, on va dire. tu parles de mes cycles. Ouais, par exemple, comme ça au moins tu définis. Honnêtement, il y a eu fut un temps où, enfin, on va dire quand je suis proche d'une compétition, je planifie, mais quand on est en période comme ici, là, off, il n'y a pas vraiment de planification. Je peux rester honnêtement sur une dizaine, voire une douzaine de semaines sur la même planif, quoi. D'accord. Dans le sens où il n'y a pas d'urgence, voilà, il n'y a pas de deadline, voilà. Comme j'ai dit, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Il y a des moments où on passe le cap de se demander tout le temps qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais faire un macro, un microcycle ou quoi. Donc il y a l'avantage notamment de pouvoir se spécialiser comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça c'est un gros avantage, c'est-à-dire que ben tu veux être bon en traction et ben tu vas pas faire que du curl biceps, et tu vas rester sur ton mouvement que tu veux améliorer, surtout si tu as des règles précises de stricte forme, des choses comme ça. Ouais. Le snatch, t'es pas bon en snatch, tu peux faire du soulevé de terre ou bien tu peux faire du développé militaire comme tu veux. C'est pas ça qui va faire que ton snatch va être enfin, ça va peut-être rentrer dans ta préparation, pourquoi pas. Mais il va falloir que tu fasses du snatch. Donc, Bah, moi je trouve ça un gros avantage de faire souvent la même chose, enfin, de garder le même entraînement. L'inconvénient, le principal inconvénient, c'est bah, tout va dépendre des mouvements. Tu peux avoir des mouvements qui peuvent être traumatisants. Donc si tu t'amuses peut-être à garder le même entraînement,
Si tu as un sport qui est traumatisant physiquement, ça peut être compliqué de garder le même entraînement. Il va falloir que tu te fasses des périodes peut-être de récupération, des périodes où tu vas te préserver un petit peu. Mm. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'haltéro après, mais pour ça, j'aimerais qu'il y ait des personnes qui connaissent un peu ce truc-là et qui, ou qui aiment bien et qui suivent un peu de loin ou de près. Donc, n'hésitez pas à inviter des personnes qui connaissent, qui veulent échanger dessus et qui pourront justement débattre avec nous sur les différentes programmations. Parce qu'en haltéro, c'est quand même particulier. Comme je t'avais dit, j'ai fait le séminaire avec Lokov, il nous a expliqué pas mal de visions de pensée là-dessus. Et du coup, ça peut être intéressant d'échanger dessus. Donc s'il y en a qui Mhm. euh, connaissent des amis, des personnes qui parlent, enfin qui pratiquent haltérophilie ou autre chose, invitez-les, comme ça au moins on pourra débattre avec eux et ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. Juste avant de parler d'haltéro, bah, je vais expliquer peut-être, je vais exposer moi la manière dont je m'entraîne et mon avis avant de commencer à échanger sur le sujet, comme tu l'as fait en fait. Mhm. Bah, pour ma part, j'ai remarqué, alors dernièrement j'ai fait beaucoup de planification de force. Mais pour ma part, j'ai remarqué que au bout de 2 semaines, et encore, au bout d'une semaine, passée sur le même entraînement, enfin non, ouais, au bout de 2 semaines passées sur le même principe d'entraînement, on va dire, j'ai besoin de changer. Si je ne change pas, la semaine d'après, j'ai une perte de motivation, une perte d'intérêt dans ce que je fais. Et donc en fait, très souvent, soit je me fais des petites séances très fréquentes, et donc du coup, Mhm. ça me permet de faire plusieurs petites séances, et donc du coup de jamais vraiment me lasser et de pouvoir progresser. Soit je me fais des grosses séances, mais par contre, je sais que ça ne durera pas plus de 2 semaines, ou voilà, je vais les faire 2 ou 3 fois maximum. Et ce, même si je me rajoute une déload ou quoi que ce soit. Là, par exemple, pendant le confinement, je me suis fait pendant 2 semaines un premier travail sur un typique 5x5 et je progressais, je faisais, et encore, je gardais ce principe du 5x5, mais première séance, je me faisais un effort maximal, une gamme montante. Deuxième séance, je me faisais du statodynamique. Et troisième, enfin en léger quoi. Et troisième séance, je me faisais de la répétition à une charge sous maximale. Et après, je montais les charges, mais j'ai remarqué qu'au bout de la deuxième semaine, enfin après la deuxième semaine, je ne me sentais pas de repartir sur une troisième, sauf si je passais à plus lourd. Mais comme j'avais plus de poids chez moi, bah, je ne pouvais pas aller plus lourd. Donc du coup, Mais j'ai dû c'était changer. physiquement ou bien Physiquement, j'aurais pu aller plus loin, psychologiquement mais ouais. psychologiquement, j'avais besoin en fait ouais, de quelque chose de différent, tu vois, d'augmenter soit l'intensité, d'augmenter soit de changer un truc. Voilà. D'accord. J'aime pas faire toujours la même chose. Ça, c'est quelque chose que ouais, alors j'ai fait souvent quand j'étais plus jeune. Ça paraît bizarre de dire ça, mais pendant une époque, je m'entraînais tout le temps sur les quais et là, j'avais ma routine et j'essayais enfin, c'était con, hein, mais j'essayais de rajouter genre une rep sur la routine du jour au lendemain, quoi. Et donc, du coup, forcément, tu fais ta routine, tu l'as fait peut-être 15 fois, 30 fois, quoi. Mais ça m'a saoulé, en fait. De s'entraîner comme ça m'a. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne correspond pas à certaines personnes. Mais moi, c'était pas ce qui me Ouais, convenait. c'était pas ta méthode Ouais. d'entraînement qui t'intéressait Et ça, ouais. personnellement. Ouais, d'accord. Et ça, je l'ai bien D'accord, très compris bien. quand j'ai fait la formation de Christian Thibaudot sur ça s'appelle neurotyping, comment on appelle ça? Typing, c'est l'ajustement neurologique des entraînements. En gros, il nous explique qu'il y a différents profils. Alors, c'est aller très loin, hein, pour peut-être pas grand-chose, mais ça permet de comprendre, tout simplement. Mais voilà, tout n'est pas. Voilà, il y a pas de solution miracle. Pour certaines personnes, ça va convenir, pour d'autres, ça ne va pas du tout convenir. Mais quoi qu'il arrive, on peut tous tirer un bénéfice de chaque truc. Et là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés. Je vais parler un petit peu de l'altéro et de ce qu'ils nous avaient expliqué. Et donc, ils parlaient des méthodes d'entraînement, justement, et
de la fréquence de changement. Euh, et il parlait de la méthode qui était soviétique. Donc méthode soviétique, méthode bulgare, et je crois que c'était une méthode asiatique qui mixait un peu les deux. La méthode soviétique, c'est typiquement, on fait toujours la même chose. Du snatch, du clean, du jerk, du snatch, du clean, du jerk, toujours, toujours, toujours. Et à une intensité très élevée. 90% du max à son maximum en fait. Et très peu souvent des efforts légers ou des corrections. Pourtant, et la méthode soviétique, elle, ça va être s'entraîner dans une zone, dans une intensité un peu plus légère. Et paradoxalement, c'est l'intensité qui arbore le plus de blessures. Donc bon, le plus de risques de blessures. Mais j'y reviendrai après. Et par contre, eux, ils vont avoir une variété qui est toutes les 2-3 semaines. Ils vont s'analyser sur leur mouvement de compète, donc le snatch, le clean, le jerk, et ils vont partir sur 2 semaines d'exercices correctifs. Et alors la semaine, ça se décompose en lundi, matin, haltéro, après-midi, matin, snatch, après-midi, épaulé jeté, mercredi matin, squat ou bench ou je sais pas quoi, et l'après-midi, massage, etc. Et ils répètent ça jusqu'à la fin de la semaine. Donc c'est ils s'entraînent très souvent. Mais du coup, ils font pas tout le temps, ils varient toutes les 2 semaines les mouvements qu'ils vont réaliser, les combos qu'ils vont réaliser lors de leurs entraînements. Donc il y a beaucoup de variétés. Mais au niveau des effets, pour revenir à ce qu'on disait, au niveau des effets, quel effet justement ça a Alors selon eux, l'effet bénéfique qu'ils ont, c'est que le corps, en haltéro particulièrement, ça demande énormément de compétences en même temps. Il faut arriver à avoir la bonne vitesse, il faut arriver à avoir la bonne force, il faut arriver à avoir le bon placement. Voilà, il y a énormément de composants qui doivent être alignés en même temps. Et il faisait l'analogie à un espèce de couloir. Il expliquait que tout pratiquant de sport avait dans son... il nous posait la question, dans votre mois, dans 30 jours, combien de jours vous pouvez dire que vous êtes au top, que vous êtes en forme mentalement et en forme physiquement, que vous allez faire la meilleure séance de votre vie. Combien de fois par mois vous arrivez à cette situation-là? Et du coup, tout le monde disait, 1, 2, 3 fois maximum. Donc c'est très peu. Et pareil, on a autant de fois où on est vraiment minable, mais vraiment, vraiment minable. Voilà, typiquement sorti, le lendemain d'une cuite. Et entre-temps, donc du coup, ça nous fait 3 à 6 jours définis. Et le reste des 30 jours, on va avoir des jours avec, oui, on va être en forme mentalement, mais pas en forme physiquement. On va être en forme physiquement, mais pas mentalement. Voilà, des jours un petit peu moyens. Et en gros, il expliquait que cette méthode-là, le fait de changer régulièrement et de s'entraîner régulièrement quand même sur les mêmes combos ou sur les mêmes points, les mêmes axes d'amélioration, permettait de pouvoir mettre en synchro ces moments-là et les points de faiblesse qu'on avait et les progressions qu'on voulait avoir. Oui, donc d'après toi, la fréquence de changement de séance influerait donc sur la motivation et éventuellement, pour moi, la motivation, elle est grandement liée à la performance, donc il y aurait potentiellement plus de chances de performer avec ce type d'entraînement. Alors, il y aurait plus de chances de pouvoir mieux adapter les corrections que tu veux, les corrections ou les axes d'amélioration du sportif plutôt que de toujours faire la même chose. Je pense que c'est plutôt ça. Si on le j'ai essayé de le transférer un peu à la prépa physique de la prépa élite, de ce qu'on voulait faire, là c'est ce que j'essaie de mettre en place. Logiquement, on devrait faire 3 ou 4 séances dans notre semaine où on fait des dips, des tractions ou des muscle-up par exemple. Mais je vais dire aux gars, toi, suivant la dernière vidéo que tu m'as envoyée,
euh, jusqu'à la prochaine semaine de test, tu vas travailler pour corriger ton point de faiblesse sur les dips. Tu vas me travailler un développé couché serré et tu vas me travailler, je sais pas, des dips L-sit, enfin je dis une connerie, hein, mais globalement voilà, ou des dips avec un élastique qui tire par là-bas pour forcer une trajectoire qui sera plus correcte ou qui te permettra de pousser plus lourd, par exemple. Et ça, il va le reproduire donc pendant 2 semaines. Et à la fin de ces 2 semaines, on refait une semaine de test ou une journée de test où ils m'envoient une vidéo où ils font ça en fait, ils font leur test, leur mouvement. Et là, du coup, on peut analyser si les corrections qu'on a apportées sont cohérentes, si elles ont porté un fruit ou pas. Et du coup, continuer si ça a porté un fruit, changer si ça n'a pas forcément été bénéfique ou autre. Tu vois un peu? D'accord. Mais quoi qu'il en Ok. soit, on reste sur le même principe. Le principe d'entraînement reste le même. On garde les mêmes mouvements, on garde les mêmes trucs, mais on va rajouter des correctifs entre ces séances de test ou séances de maximum, par exemple. Ok. Non, c'est instructif, c'est instructif. Moi, je vais. Après, c'est vrai qu'on est fortement influencé, tu vois, c'est intéressant, on est fortement influencé par la manière dont on travaille. Mm. Moi, j'ai l'habitude de travailler en faisant tout en. Enfin, j'ai cette discipline-là de faire souvent la même chose, même si des fois c'est chiant. Ouais. J'ai cette discipline-là de faire souvent la même chose. Et bah, du coup, j'ai pu sur certains domaines qu'il faut savoir que le street workout, notamment, c'est pas. On me l'a dit dès le début, hein, on m'a dit c'est pas l'activité qui va bien avec ton gabarit, hein, parce Ouais, que carrément. long segment, grand sec, enfin voilà, je suis totalement à l'opposé du corps du gymnaste qui est plutôt petit, Carrément. bulk. Moi Carrément. je suis grand, je suis élancé, j'ai des longs segments, donc je suis totalement loin de tout ça. Hyperlaxe. Mais finalement, c'est intéressant de voir de la progression en gardant notamment bah, souvent bah, voilà, plutôt de la spécialisation au niveau des entraînements et rester sur des routines qui sont répétitives. Ouais. Alors des fois ben, on change les méthodes de travail, hein, mais on tourne quand même assez, on va dire de manière assez proche des mêmes exercices, Oui. des mêmes méthodes de travail parce que C'est ce que tu as besoin. j'ai cette discipline-là aussi. Parce que comme tu dis, il y a la motivation qui entre en jeu aussi. Ouais. Ben, tu vois, pour dire mon expérience là-dessus, quand j'étais très jeune, j'étais au collège, non, collège, fin de collège, peut-être début de lycée, je faisais la méthode Lafay. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ah ouais, je connais, je connais. Donc, typiquement, c'est exactement de quoi tu parles. Le même entraînement, on le répète, on le répète, on le répète. Je rajoutais une répétition sur chaque série, j'essayais de faire ça. Et alors, j'ai fait ça pendant longtemps. Et donc, oui, ça t'apporte une facilité sur la spécialisation des mouvements, c'est clair. Dès que je suis passé au dips, etc., bon, bah voilà, j'avais pas trop de mal sur le street workout, etc. Mais, alors, ça concerne peut-être que moi, mais je pense que c'est plus ou moins, global. Il y a aussi, je pense, peut-être une facilité à, comment dire, à adapter ou à faire des petites erreurs sur les mêmes mouvements, puisque tu les répètes très souvent, à être peut-être moins consciencieux. Je parle de la répétition de traction où tu vas monter le menton à la fin, tu vois, pour la passer, par exemple. Aux pompes où peut-être sans t'en rendre compte, tu vas peut-être pas tendre les bras à fond, pas toucher la poitrine en bas, mais comme tu en as fait plein et que tu continues d'en faire, tu te dis bon bah la prochaine fois je ferai mieux, tu vois. Et souvent, dans cette programmation-là, c'était intéressant pour moi de revenir sur un entraînement, de changer d'entraînement, mais de revenir sur un entraînement que j'avais déjà fait, en gros, mais d'essayer d'améliorer la qualité des mouvements, d'essayer d'améliorer voilà, ces choses-là et de m'assurer de cette qualité de mouvement. Je ne sais pas si tu vois un petit peu où je veux en venir. Hmm, ok. Ouais, c'est vrai que bah, du coup, oui, dans ta logique, c'est tu t'es spécialisé sur un mouvement,
Donc forcément, sa qualité va s'affiner aussi avec le temps, avec la pratique. Et tu seras en mesure surtout de pouvoir l'améliorer, C'est ça. C'est ça. si Et j'ai ça, bien je pense que compris. c'est un bon bilan sur le fait de garder le même entraînement. C'est que ça te permet de devenir très performant sur ce mouvement-là ou sur les points que tu veux faire. Cependant, ça ne te permet pas de forcément bien corriger certains points faibles, ou peut-être que tu peux corriger certains points faibles plus rapidement, plus facilement, en essayant de trouver quelques variations. Ok, je suis en train de regarder le plan qu'on avait prévu. Ouais, idem. Qu'est-ce que tu en penses concernant ce point-là, justement? Alors, le fait de garder le Sur même entraînement l'entraînement. et de... Alors, si on veut faire une conclusion, globalement, le fait de garder le même entraînement, pour une personne... Alors là aussi, on peut aborder ce sujet-là. Pour une personne qui s'entraîne pas forcément souvent, ça va être, je pense, quelque chose d'important. Une personne qui s'entraîne une fois par semaine, l'impact sur le corps va être tellement réduit progressivement au bout de 7 jours que le fait de refaire le même entraînement, ça peut être très productif parce que la personne, son corps, il se sera plus, enfin, voilà, la surcompensation sera plus réalise et donc du coup, il va y avoir un impact positif. Par contre, une personne qui commence à s'entraîner plus souvent, euh, on parle, j'avais vu ça dans la formation de Poliquin, ils expliquent que pour un athlète en une moyenne, le corps s'adapte au bout du quatrième à sixième entraînement. Donc, pour lui, si tu réalises 6 fois le même entraînement, idem, hein, c'est-à-dire voilà, je vais faire 3 séries de 10 pompes, 3 séries de 50 squats, etc., et que tu fais 6 entraînements comme ça, au bout du Peu sixième, importe la fréquence. alors, encore une fois, si tu le fais une fois tous les mois, bon, forcément, c'est pas voilà. Mais par exemple, tu le fais une fois tous les 2 3 jours. Au bout du sixième entraînement, ne t'attends pas à progresser. Limite, attends-toi à régresser parce que ton corps, en fait, aura créé des adaptations euh, par fainéantise, on va dire. En gros, il aura, pas par fainéantise, mais c'est naturel. Le corps, en fait, il va essayer de trouver le moyen pour ne plus avoir à fournir autant d'énergie pour pouvoir y arriver. Donc en gros, connexion nerveuse ou amélioration de la qualité de fibre ou du transfert Ou d'énergie. compensation. Voilà, ouais, voilà. Et donc du coup, en fait, le corps va plus avoir de stimulus via cet entraînement parce qu'il le connaît par cœur. Donc du coup, c'est devenu quelque chose de la vie de toujours. Sinon, en fait, prends le même exemple, on marche depuis la nuit des temps et aujourd'hui, le fait de marcher, ça ne te fatigue plus parce que c'est le même principe. Par contre, si tu te mets à faire un marathon tous les jours, au début ça va te faire mal, mais au bout d'une fois, alors pas au bout de la 6e fois, je pense pas, mais déjà ça va être dur de le faire, mais au bout d'un moment, le fait de marcher un marathon va plus être un problème pour toi. Tu vois, va plus être quelque chose qui va créer une adaptation. Parce que ton corps, bon alors déjà, arriver à faire un marathon tous les jours, va le faire, mais c'est une image. Si on extrapole, ça donne ça. Le corps, en fait, aura plus de stimulus via cette activité, puisqu'il aura trouvé des moyens de endurer l'effort plus facilement. Donc, en gros, il recommande de changer son entraînement pour les athlètes, en moyenne entre 4 à 6 fois, entre 4 à 6 entraînements. Après, ça peut aller jusqu'à 8 fois pour certaines personnes, et ça peut aussi pour les athlètes de haut niveau ou les personnes très entraînées, 2 fois le même entraînement et tu n'as plus de bénéfices de cet entraînement-là. Ça, c'était quelque chose que j'avais appris avec lui et qui, au final, met quand même de bonnes indications. Alors, Ok. Et du coup, si je te coupe un peu parce que du coup, ça fait un. On va bientôt être sur la coupure du deuxième live. Est-ce que tu aurais, si on devait résumer un petit peu bon, les points d'aujourd'hui, euh, hmm. tu conseillerais du coup l'activité physique euh, exclusive à un sport ou non? Alors, je pense que ça,
c'est vraiment relatif à une vision psychologique, je vais dire, mais ou mentale, on va dire. Tu vois? Bah, nous, avant tout, je pense que, vu nos métiers, on va parler d'abord d'un point de vue santé. D'un point de Ah, vue santé, est-ce que pour toi ce serait bien? je, c'est comme dire mange tout le temps la même chose, tu vois. Pour moi, je vais avoir tendance à conseiller aux gens de tester, tu vois. Donc, si la personne a testé d'autres choses, qu'elle ne s'y plaît pas, parfait. Qu'elle continue à pratiquer son activité. Par contre, si elle n'a pas testé, voilà, moi je serais pour dire à une personne, parce qu'au niveau de santé, ça peut que être bénéfique de modifier sa manière de bouger, de modifier. Tu vois, le corps, c'est un organisme qui fait que bouger, qui fait que de changer. On est jeune, puis on vieillit, tu vois. On reste pas le même, on reste pas la même chose, on n'est pas figé. Donc, dans ce même truc-là, euh, il va falloir essayer de s'entraîner différemment avec l'âge. Et le fait de changer, de s'adapter, de voir de manière différente, ça peut permettre d'avoir cette ouverture d'esprit pour changer son entraînement, pour s'autoriser à faire une déload, de s'autoriser de faire à des moments un peu plus durs, une préparation, tu vois. Je pense que ça peut jouer là-dedans. Donc pour moi, d'un point de vue santé, je conseillerais à une personne de varier. D'accord. Ok. Et deuxième point qu'on a vu, donc du coup, Au niveau des entraînements, ouais, au niveau de l'entraînement, donc même entraînement ou quelle fréquence, pour être un peu plus précis, quelle fourchette de fréquence de modification de l'entraînement dans un objectif donné? eh ben, encore une fois, je pense qu'on va utiliser des moyennes. Enfin, pour moi, je vais utiliser des moyennes. Je dirais que si une personne veut vraiment progresser sur quelque chose, il faut qu'elle y reste un minimum de temps. Voilà. Tu apprends pas à faire un sprint en une séance. Donc, dans le même principe, je dirais, reste sur les mêmes méthodes d'entraînement, au moins un bon mois. 4 semaines, 3-4 semaines minimum. Ou dans une moyenne, voilà, 3-4-5 semaines. Par contre, au niveau des entraînements, sur cette méthode-là, imaginons que tu n'aies qu'un seul entraînement différent, je parle de routine, va pas le faire plus de 6-8 fois, par exemple. Parce qu'au bout de là, au bout de ce moment, sauf si tu l'aimes vraiment, ou par exemple ça peut devenir une routine de référence, mais régulièrement tu changes tout le temps, tu changes tout, enfin tu t'entraînes, puis tu récupères, puis tu t'entraînes, puis tu récupères. Dans cette configuration-là, va pas réaliser plus de 6-8 fois la même séance, auquel cas tu vas juste maintenir, voire au bout de la 8e fois, juste te faire plaisir par le mouvement, quoi. C'est comme si tu fais, je sais pas comment dire, ce sera pas, ça aura pas d'impact réel sur ton corps, mais peut-être sur ton bien-être. Et donc du coup, je vois il y a une question de Marina. Pour une personne qui s'entraîne le plus souvent, elle doit changer et modifier son training tous les 6 entraînements. Pour une personne débutante, c'est pareil aussi. Alors du coup, je pense que tu as bien répondu là-dessus. Et si je peux me permettre, donc là, Corentin, il a pu préciser hein, que l'histoire des 6 entraînements, il faut aussi tenir compte de la période. Il a donné deux indices ici. Il a parlé du nombre d'entraînements, mais il a aussi parlé des 5 semaines. Voilà, quand vous faites des cycles, notamment, ben, tu vas pas te faire du cycle, enfin, tu vas pas te faire un entraînement de force que sur une semaine, par exemple. Voilà, ce sera pas suffisant. De la même manière, tu vas pas te faire un an complet de force. Voilà. Voilà, Ah, tu il va peux, mais bon. falloir, tu peux, mais voilà, moi Mais je, tu vas pas faire tout le alors temps la attends, même j'ai chose reçu pendant une un an, notif. quoi. Voilà, tu vas pas faire la même chose pendant un an. Et c'est là qu'il va falloir notamment être bien à l'écoute de son corps et bien aussi à l'écoute du contexte. Encore une fois, là tout à l'heure on a parlé d'une personne qui s'entraînerait euh, une fois par mois, bah, c'est sûr que elle va pas avoir la même chose que notamment les gens enfin, comme toi Marina qui s'entraînent plusieurs fois dans la semaine. Mm. Ah, vous n'allez pas avoir les mêmes variables, pas les mêmes paramètres d'entraînement, donc il faut en tenir compte aussi. Voilà. Moi ce que j'aime bien, c'est vrai que on a des mois.
Moi, souvent, quand je fais mes planifications, je vois il y a Dame qui s'est connectée, qui est travaillé avec moi. Souvent, ce qu'on faisait, c'était des planifications d'un mois. Parce que sur un mois, en fait, déjà dans la vie des personnes, un mois, c'est plus représentatif d'un cycle. Hmm, Il y a aussi cette adaptation. C'est vrai que peut-être sur ta fiche, c'est 5 semaines. Oui, mais il faut aussi rentrer dans la vie qu'on a quotidiennement. tout à On fait, ouais. marche souvent en mois. C'est la récurrence. C'est là où je vais payer ma facture, mon loyer, mon truc. Et bah hop, je vais changer mon Ouais, planning. tout à Ça fait. aussi, ça peut avoir un gros effet coup de boost un petit peu dans la routine qu'on a. Et en fait, il faut pas oublier que c'est européen. On déconnecte le cerveau à chaque fois. C'est-à-dire que on est dans l'entraînement, oui, sur mon corps, alors faut que j'ai un gros cul, et ben je vais faire des squats, des squats, des squats. Mais en fait, on oublie qu'on a un cerveau. Et en fait, toutes les décisions que vous allez prendre et toutes les adaptations que vous allez prendre, vous allez tenir compte de ce que vous pensez, de ce qu'il y a au niveau psychique, au niveau mental, voilà, toutes ces choses-là, il faut en tenir compte. Donc, C'est très peut-être qu'il vrai, va ouais. falloir, dans un premier temps, adapter sur un mois. Ça semble convenable, voilà, tous les mois, vous fixez l'objectif de changer. Après, si vous êtes un peu plus pointilleux, vous avez plus le temps de modifier vos entraînements, rien ne vous empêche plus régulièrement peut-être de faire des mises à jour, d'adapter, d'amener une petite variation. Mais déjà, fixez-vous peut-être un mois, ça vous permet d'avoir moins à réfléchir, à compter les semaines, ouais, machin, la cinquième, la sixième, un mois. C'est très Je vrai, pense que ouais. c'est. Il faut rester raisonnable avec ce qu'on peut faire. Après, il y a des gens comme Corentin, je sais qu'il planifie beaucoup. Moi, il fut un temps, je planifiais énormément. Tout le monde me voyait avec mes petits papiers, mes petits machins. Il faut aussi vivre avec la société telle qu'elle est faite. On a des mois, on a des semaines. Utilisons-les pour que justement notre programmation elle rentre avec ça. On a des horaires de travail, bah voilà, on peut utiliser toutes ces choses-là. Moi, je pense que ça peut être C'est très d'une aide vrai ce que tu dis. précieuse. Et bah, justement, en fait, là, on parle de chiffres, etc. Mais il faut bien comprendre que déjà, c'est des moyennes. Et surtout, euh, en fait, il n'y a rien qui est plus, qui est plus en mouvement que le corps. En gros, euh, c'est pas parce que je me dis, voilà, je vais me faire 2 semaines de force, il faut que je me fasse tant d'entraînement et il faut que j'arrive à telle charge. Imaginons qu'à la fin de semaine, je sais pas, je perds mon boulot, je perds mon taf. Bah, tu peux être sûr qu'au niveau de la motivation, au niveau du mental, au niveau du stress, tu vas être complètement carpette, tu vois. Donc ça ne sert à rien de continuer ta programmation ou ce que tu t'es dit dans ta tête, les chiffres que tu as dans ta tête, parce que tu vas pas bien, tu vois. De la même manière, La plus grosse connerie, c'est le no pain, no gain. exactement, exactement, exactement. Ça, c'est très marketing, ça. Mais c'est très vrai. En fait, il faut juste s'écouter. Il y a des moyennes, et c'est là tout le travail et tout l'art, en fait, qu'on a, nous, les coachs, à faire, c'est de pouvoir analyser sur chaque personne qu'on suit, ok, lui, il a fait une très belle progression, il a besoin de récupérer avant qu'il y ait le crash down. Lui, par contre, il a eu un moment complètement dur, là je le sens un petit peu plus à l'aise, bah là il va pouvoir progresser, etc. Et ça, c'est pas, comment dire, c'est pas facile à le remarquer quand on n'est pas expert dans le sport et qu'on ne se connaît pas parfaitement. Nous, on a des marqueurs qui nous disent un peu plus. Quelqu'un qui vient, qui a les bras qui tremblent à la fin de sa série, tu vas pas le faire continuer à faire de la force pendant très longtemps. La personne, elle va faire un arrêt cardiaque. Par contre, voilà, une personne qui vient, pas de cerne, en forme, elle a la pêche, tu le sens en fait, et tu remarques son échauffement, tu le fais durer, bah ouais, elle est au taquet, elle explose un PR dans sa première séance, bah nickel, tu vois, tu surfes dessus. Mais une personne, bah, pareil, qui est fatiguée, qui dit avoir mal ici, ici, bah ouais, bah on va faire durer un petit peu l'échauffement, comme ça au moins, bah, elle va permettre d'avancer, mais on va éliminer peut-être 2 3 exercices ou 2 3 objectifs qu'on avait mis en tête parce qu'elle n'est pas capable de fournir autant de travail ou que son corps n'est pas capable de fournir autant de travail pour ça, par exemple. Donc, c'est des moyennes, mais il faut s'écouter. Et ça, c'est très vrai, il faut s'écouter. Et rentrez pas dans, en effet, le, euh, la stupidité, j'ai envie de dire, du no pain, no gain. Voilà, j'ai un bras cassé, bah, je vais quand même faire les bras. Voilà. No Typiquement, pain, c'est. no gain, les pecs day. Ah là là. Ah, je te Non jure. mais c'est bien de le rappeler parce que il va falloir faire la différence entre ce qui est vraiment marketé
et ce qui fait partie des besoins et des principes, on va dire, de l'entraînement. Exactement. Bah écoute, je pense que moi je vais te Je pense retourner qu'on juste, a... je vais te Dis-moi, retourner dis-moi. juste les petites questions. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais d'un point de vue d'activité à un pratiquant? Est-ce que tu lui conseillerais de varier ou de rester sur la même activité sportive? Bah voilà, c'est une très bonne question. Moi, dans ma philosophie et par rapport justement à tout ce qu'on a pu échanger sur le sujet, faut pas oublier la base du sport. Le sport, c'est quoi? Le sport, c'est le mouvement. Mm. Donc, il va avoir plusieurs phases. Donc, est-ce qu'on reste dans la même activité? Bah forcément, moi, dans ma psychologie, je vais vous orienter sur une réponse négative en disant, bah non, ne pas rester dans une même activité dans le sens où on a un corps qui a de multiples capacités, autant essayer de les exploiter. Voilà. Donc, pourquoi pas essayer de se lancer des petits défis, de tester d'autres activités. Alors moi je suis quelqu'un qui déteste la course à pied, mais rien n'empêche, bah, pourquoi pas d'entraîner le cardio. D'en faire une de Voilà, temps c'est en des temps, choses ouais. que je suis amené. De quoi? D'en faire une de Tu temps dis en quoi? temps, de faire une petite séance. Voilà, de faire une séance axée cardio. Voilà, soyez curieux. Moi j'orienterai toujours les personnes à au moins se donner euh, l'objectif de tester un ou plusieurs sports qui vont Ensemble. solliciter comment on appelle ça, plusieurs qualités physiques. Mm, c'est vrai. Après, voilà, il faut en fait vraiment faire le point. Il faut se connaître, apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut pendant un moment faire une performance ou est-ce que on cherche juste à découvrir un petit peu, tester un peu et à ce moment-là, oui, varier, ce sera plus intéressant. Yep. Vous avez d'autres questions, maître? Moi personnellement, je pense que ça ira. Là, on a fait un live assez long, Ouais, et en plus il reste une minute avant que ce live il se termine. mais peut-être que Donc je toi, tu as pense eu des qu'on questions peut... j'ai lu à peu près tout ce qui était dit. Bon, dans je la pense boîte à que questions. on n'a rien loupé. On n'a rien... Non, je pense qu'on n'a rien loupé là-dessus. Et ben voilà. Bon, aujourd'hui avec la technologie, on n'a pas eu trop de chance, hein, je pense aujourd'hui. Ouais, Donc je disais, bah, je pense on a bien fait le tour du sujet. Ce qu'on peut faire, bah, c'est déjà donner rendez-vous aux gens pour le prochain, hein. ouais. Prochain live semaine prochaine. Euh, Semaine prochaine, j'ai eu notamment des questions la dernière fois que j'ai pris en screen. Donc, je vais les relire au propre, je vais les transmettre à Corentin. Et je pense qu'on s'orientera sur ce domaine-là. Il y a eu beaucoup de questions concernant la nutrition dans le sport, donc je sais pas si ça peut être quelque chose qui toi t'intéresse, qu'on aborde Pourquoi ou pas? pas. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, voilà, je sais qu'il y a eu pas mal d'interrogations à ce niveau-là. On essaiera de faire ça et d'essayer de vous apporter en tout cas notre point de vue. Encore une fois, Carrément. on rappelle, on est dans la nutrition, mais qui concerne le sport. Enfin, en tout cas, nous, on parle plutôt de celle-ci. On n'est pas dans la nutrition Diététicien, etc., de quoi. l'inactif. Et Voilà, on n'est surtout, pas dans la voilà, nutrition de voilà. l'inactif. Et pareil, on va pas C'est-à-dire parler que, de nutrition médicale, quoi. voilà, non plus. Enfin, en tout cas, on pourrait, hein, mais on n'est pas les mieux placés pour le faire. Exactement. C'est sûr et certain. Mais je pense Voilà. que là, ce qu'il faut relever, c'est on a évoqué pas mal de sujets. On a parlé des sports de combat, on a parlé de la musculation, on a parlé de la course, on a parlé du crossfit, on a parlé des arts martiaux. Et je pense que ça peut évoquer pas mal de questions et ça peut tout être un sujet de discussion, je pense. Là, le live a été quand même pas mal long. Donc, euh, donc je pense qu'on a évoqué peut-être un peu trop de choses Voilà. en un seul live. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à approfondir, etc. Ça peut être sympa justement de retourner sur un sujet et de vraiment voilà, aller plus en détail. Pour moi, c'est tout bon. N'oubliez pas, hein, vraiment, vos questions, elles sont importantes, elles sont intéressantes. Et voilà. Et donc, bah, en tout cas, si on peut vous demander quelque chose, ça va être de repartager vos avis, de repartager le live aux gens que vous connaissez, à qui ça peut être intéressé, enfin, à qui ça peut intéresser. Et en tout cas, voilà, nous, on fera de notre mieux de notre côté
pour continuer à débattre, à apporter des avis et discuter là-dessus. Big up à toi, coach. On se dit à très bientôt. Exactement, ça marche. Allez, ciao, ciao, Bien bonne joué. soirée.